15 avril 1945, Allemagne du Nord. La 11e division blindée britannique franchit les grilles de Bergen-Belsen. Les chars s'arrêtent. Face aux soldats, 13 000 cadavres se décomposent au soleil. 60 000 survivants ressemblent à des squelettes. Le typhus et la faim les dévorent. Au milieu des corps, le personnel SS attend. Parmi eux, 3 jeunes femmes. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et Juana Bormann. Elles portent l'uniforme, impassibles. Elles ne fuient pas. Elles attendent la procédure comme de simples employés de bureau après une journée de travail. Dans 8 mois, en décembre 1945, elles seront toutes pendues après un procès historique. Mais aujourd'hui, le 15 avril, elles se tiennent debout devant les vainqueurs, calmes. Le camp change de statut juridique. Il n'est plus une zone de guerre, mais une scène de crime scellée par un accord de trêve formel. Bergen-Belsen est le seul complexe remis aux Alliés selon cette procédure administrative. Tout s'est accéléré le 2 décembre 1944. Josef Kramer prend le commandement du site. 39 ans. Surnommé la Bête de Belsen. Il arrive directement d'Auschwitz-Birkenau. Sa mission, appliquer la même efficacité bureaucratique à la mort. Kramer n'est pas venu seul. Il a sélectionné son personnel, des femmes rodées au système. Une équipe de transfert arrive d'Auschwitz pour encadrer les nouveaux baraquements. 1940, Bergen-Belsen ouvre ses portes. À l'origine, un simple camp pour prisonniers de guerre français et belges. Les prisonniers soviétiques arrivent par colonnes entières. Entre juillet 1941 et avril 1942, 21 000 soldats de l'armée rouge franchissent les barbelés. 14 000 meurent sur place. Faim, froid, épuisement. D'où viennent les 45 000 détenus de ce camp sans chambre à gaz? C'est le résultat de l'évacuation massive du front de l'Est. L'armée rouge avance, les nazis reculent. Ils poussent les survivants vers l'ouest. Les infrastructures de Bergen-Belsen saturent. En 1943, la SS prend le contrôle total. Le site devient un déversoir humain. La densité dépasse de 10 fois les capacités prévues. En février 1945, le système d'approvisionnement en eau lâche. Les canalisations sont sèches, les latrines débordent. Les détenus dorment entassés dans leurs propres excréments, serrés contre les cadavres. Une odeur sucrée et écœurante flotte sur le camp. C'est l'odeur du typhus. Elle se mélange aux vapeurs de chlorure de chaux. Le sol est une boue de déchets et de corps. Mars 1945. La population atteint 45 000 personnes. Le camp n'est plus qu'un immense mouroir à ciel ouvert. La logistique allemande s'est effondrée. L'administration ne distribue plus de nourriture. Elle attend. Elle regarde la maladie faire le travail. Le groupe de Kramer arrive dans ce chaos. La mortalité atteint déjà 600 personnes par jour. Le calcul est simple. 18 000 morts pour le seul mois de mars 1945. 25 décès par heure. La gestion de Bergen-Belsen repose sur des cadres formés au cœur du système. Ravensbrück sert d'école, Auschwitz de terrain d'application. Elisabeth Volkenrath, 25 ans, ancienne coiffeuse de Silésie. En 3 ans, son ascension est fulgurante. En novembre 1944, elle devient Oberaufseherin. C'est un poste de direction. Elle supervise l'intégralité du personnel féminin d'Auschwitz. Son autorité est totale. Un geste de la main, les chambres à gaz ou le travail forcé. Volkenrath gère les sélections avec une indifférence technique. Elle supervise personnellement 3 pendaisons. Elle frappe les détenus comme on chasse des mouches. En février 1945, elle est transférée à Bergen-Belsen. Elle y apporte ses compétences en meurtre systématique. Vient ensuite Irma Grese, 21 ans, fille de paysan laitier. Elle quitte l'école à 15 ans. À 19 ans, elle entre à Ravensbrück. C'est là qu'elle apprend son métier. Des cadres expérimentés lui enseignent une règle simple. Le détenu n'est pas humain. La violence est une obligation de service. Comment une paysanne de 20 ans a-t-elle obtenu le pouvoir sur 30 000 femmes? Le système exigeait des cadres radicaux pour son réseau de camps en pleine expansion. En 1943, Grese est à Auschwitz. À 20 ans, elle commande 30 000 prisonnières. Le contraste est saisissant. Un visage d'une beauté angélique, des cheveux blonds impeccables, des yeux bleus clairs. Mais à sa ceinture, un outil sur mesure, une cravache en cuir tressé, recouverte de cellophane. Le sang ne s'imprègne pas, il glisse sur le plastique. Un coup de chiffon suffit, le poids est équilibré pour la précision du choc. Même le commandant du camp lui ordonne d'arrêter les passages à tabac.
Grèze ignore l'ordre. Elle continue. À 22 ans, elle perçoit un salaire équivalent à celui d'un directeur d'école. Elle ne suit plus l'idéologie, elle suit son instinct. La souffrance d'autrui devient une nécessité biologique, une addiction pure au pouvoir de vie et de mort. L'examen clinique révèle une dépendance pathologique à l'exercice de la domination. Une bête de 50 kilos obéit au sifflet. Elle vise les jarrets. Les témoins décriront plus tard des scènes identiques. Un lévrier irlandais ou un berger allemand déchiquetant des femmes épuisées. La peau s'arrache, les os craquent. Johanna Bormann regarde, elle ne détourne pas les yeux, elle sourit. Le troisième pilier du commandement s'appelle Johanna Bormann. Son profil brise les codes du recrutement habituel. Elle a 52 ans, c'est la doyenne. Avant de porter l'uniforme, Bormann servait Dieu. Elle était missionnaire, une femme de foi. Pourquoi une dévote rejoint-elle la SS à 45 ans? La réponse tient en un mot, l'argent. En 1938, le secteur civil est en crise. La SS propose un salaire fixe et une protection sociale supérieure aux missions religieuses. Bormann choisit la solde. Elle entre à Lichtenburg, puis Ravensbrück, Auschwitz, Hindenburg. Comment une ancienne missionnaire finit-elle par dresser des chiens à tuer? En 7 ans de carrière, elle perfectionne sa méthode. Les détenus la surnomment « la femme aux chiens ». Elle ne frappe pas toujours elle-même, son molosse s'en charge. Au procès, les survivantes raconteront la satisfaction sur son visage pendant que l'animal traînait les corps au sol. En mars 1945, elle arrive à Bergen-Belsen. Son sillage est marqué par le sang. Les archives confirment au moins 2 morts directes par morsure. Le nombre réel de ces victimes reste inconnu. En mars et avril 1945, le système s'effondre, mais la violence ne s'arrête pas. Dans le camp, les coups de fouet couvrent le bruit de la foule et des râles. La mort devient une donnée statistique. 18 000 prisonniers succombent en un mois. Cela représente 600 décès par jour, 25 chaque heure. Irma Grèze, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann circulent au milieu des cadavres. Elles voient l'agonie, elles choisissent la terreur. Quelques jours avant la libération, Grèze surprend 2 sœurs. Leur crime, avoir ramassé des épluchures de pommes de terre pour survivre. Grèze saisit leur tête. Elle les fracasse l'une contre l'autre. La cruauté devient un réflexe pavlovien. Bormann nourrit ses porcs avec soin pendant que les déportés meurent de faim. Elle lance son chien sur les femmes trop faibles pour tenir debout. Volkenrath supervise les commandos de travail. Elle frappe celles qui ralentissent. Le Troisième Reich n'existe plus que sur le papier, mais l'inertie du meurtre demeure totale. Les troupes britanniques approchent de la zone. Le 15 avril 1945, la 11e division blindée britannique atteint les barbelés de Bergen-Belsen. Un officier allemand s'avance. Il tient un drapeau blanc. Ce n'est pas une reddition de combat, mais l'exécution d'une trêve sanitaire. Le typhus ravage le camp. La Wehrmacht craint une épidémie hors de contrôle dans la région. L'accord est purement technique. Le transfert du périmètre aux Alliés pour contenir la maladie. Pourquoi Joseph Kramer et ses subordonnés ne se sont-ils pas enfuis? Ils croyaient à leur immunité. Le commandant Kramer reste à son poste. Il attend les Britanniques, calme. Il est convaincu que le droit de la guerre le protège. Pour lui, il est un officier gérant une crise logistique, pas un criminel. Il s'attend à être traité comme un prisonnier de guerre selon la Convention de Genève. Les chars percent l'entrée. Le major Dick Williams entre le premier. Le choc est physique. Partout, des cadavres. Des survivants si émaciés qu'ils se confondent avec les morts. L'odeur de décomposition sature l'air. Des soldats aguerris vomissent. Le contraste est violent. Les uniformes britanniques sont impeccables. La laine est propre. En face, des ombres en loques rampent dans la boue. Dans la section des femmes, Irma Grèze attend. Elle porte toujours son uniforme et sa cravache. Aucun signe de remords. À l'entrée d'un officier britannique dans un baraquement, elle tente de l'attaquer. Le geste est bref. Les soldats la maîtrisent. Le bruit métallique des menottes claque sur ses poignets. Sa posture arrogante s'effondre face à la force brute. Elle change de statut, de prédatrice à détenue. La procédure judiciaire s'enclenche immédiatement. En quelques jours, les forces britanniques arrêtent 70 membres du personnel SS et des capots. Ils ne sont plus les maîtres du camp. On les transfère à l'école de chars de la Wehrmacht, à 3 km de là.
Les interrogatoires commencent. Les survivants, encore capables de parler, livrent leurs premiers témoignages. L'armée britannique commence officiellement la collecte des preuves pour le futur tribunal. Pour éliminer 13 criminels nazis, la couronne britannique dépêche un seul spécialiste civil. Pourquoi faire appel à un bourreau civil pour des condamnés militaires? La vitesse. Une exécution toutes les 10 secondes. Albert Pierrepoint arrive à Hamelin. Il a 40 ans. Depuis 1932, il a éliminé plus de 200 personnes sur le sol britannique. Londres lui confère le rang honorifique de lieutenant-colonel. Il ne vient pas pour un acte de vengeance, mais pour une opération technique. Il voyage avec un assistant, le sergent-major Richard O'Neill, chargé des ordres en allemand. Le 13 décembre 1945 approche. Le décor, Hamelin, en Westphalie. La ville du joueur de flûte devient le centre logistique de la potence. Les Royal Engineers ont transformé une salle en chambre d'exécution. Les ingénieurs vérifient les poutres. Ils graissent les charnières des trappes. Le mécanisme doit être fluide. Un sac de sable de 70 kg chute dans le vide pour tester la résistance. Un choc sourd résonne contre les parois en pierre. Pierrepoint installe une double potence. 2 condamnés côte à côte. L'objectif est simple, réduire le temps d'attente entre chaque groupe. 11 prisonniers du procès de Belsen et 2 autres condamnés arrivent à la prison de Hamelin le 8 décembre 1945. Pour garantir l'efficacité de l'exécution, Pierrepoint entame les mesures 24 heures avant l'échéance. Le 12 décembre, le bourreau civil et son assistant O'Neill entrent dans les cellules. En Grande-Bretagne, le personnel pénitentiaire s'occupe de la pesée. Ici, dans l'Allemagne occupée, Pierrepoint assume tout. La mort est une équation. Le succès dépend de la drop table, le standard de 1913. Elle lie le poids du condamné à la longueur de la corde. Une chute trop courte entraîne une strangulation lente. Une chute trop longue provoque une décapitation. Comment transformer un corps en un chiffre précis? Il faut un mètre ruban et une balance. Elisabeth Volkenrath passe la première, 26 ans, 160 cm, 59 kg. Elle reste calme sur le plateau. Pierrepoint fixe sa chute, 2,28 m. Irma Grèze suit. Elle a 21 ans, c'est la plus jeune. 68 kg pour 165 cm. Selon les notes de Pierrepoint, elle rit. Elle s'amuse comme si tout ceci n'était qu'un jeu. Elle ne réalise pas. Dans moins de 24 heures, elle sera morte. Sa chute, 2,23 m. Johanna Bormann ferme la marche. Officiellement 45 ans, réellement 52. Elle ne pèse que 45 kilos. Elle tremble. Elle murmure en allemand « J'ai mes sentiments ». C'est la première trace de peur réelle. Pour son poids plume, la physique impose une chute de 2,48 m. Les 3 femmes regagnent le couloir des condamnés. La chambre d'exécution se trouve au bout de la galerie. Toute la nuit, les bruits de métal résonnent. Les gardes testent le mécanisme de la trappe. Des rapports évoquent des chants nazis et des rires nerveux. D'autres décrivent les sanglots de Grèze dans l'obscurité. Les prisonnières oscillent entre le déni et l'effondrement. Toutes attendent l'aube du 13 décembre 1945. Les femmes arrêtées s'imaginent innocentes. Elles croient à une libération rapide. Irma Grèze rêve même de célébrité. Elle attend ses futurs admirateurs. Le déni est total. Mais le mécanisme judiciaire s'enclenche ailleurs. L'ordonnance de mission des ingénieurs est signée 3 mois avant les premières mesures de potence. Le cadre juridique se fige au 30 Lindenstrasse, à Lunebourg. 17 septembre 1945. Le tribunal militaire britannique ouvre ses portes. 45 accusés font face au juge. 32 hommes, 13 femmes. La salle est bondée. 100 journalistes internationaux observent le box des accusés. Chaque prisonnier porte un carton numéroté sur la poitrine. Joseph Kramer est le numéro 1, Johanna Bormann le numéro 6, Elisabeth Volkenrath le numéro 7, Irma Grèze le numéro 9. Les charges sont sèches, meurtre, torture, brutalité systématique à Bergen-Belsen et Auschwitz-Birkenau. Ce groupe ne représente qu'une fraction du personnel. Le camp de Belsen comptait environ 3000 employés. Ici, 45 répondent pour tous. Le colonel Backhaus dirige l'accusation. La défense est assurée. Le droit remplace la vengeance brute. Le procès s'étire sur 2 mois exacts.
Il prend fin le 17 novembre 1945. Les accusations ne reposent pas sur des rumeurs, mais sur des protocoles d'interrogatoire chirurgicaux. Irma Grese ouvre la marche de l'horreur. Pourquoi son nom terrifiait-il plus que les autres? Un sadisme qui dépassait les ordres. Elle ne se contentait pas d'obéir, elle créait la souffrance. Les témoins décrivent son fouet tressé, sa jalousie maladive. Elle sélectionnait les femmes les plus belles pour les chambres à gaz, une vengeance sur la vie. Helena Copper livre un chiffre au procureur, 30 morts par jour. C'était le quota de Grese dans son détachement disciplinaire. Elle forçait des mourantes à porter des pierres lourdes au-dessus de leur tête, des heures durant. Celles qui faiblissaient recevaient des coups de botte au visage. Elisabeth Volkenrath suivait une autre logique, une bureaucrate du meurtre. Le docteur Joseph Mengele pointait du doigt. Elle enregistrait. Trier des humains ou trier du courrier était pour elle une seule et même tâche. Aucune émotion, aucun battement de cils lors des pendaisons qu'elle supervisait personnellement. Un témoin montre au tribunal des cicatrices profondes, une infirmité permanente causée par les coups de Volkenrath. La preuve est physique, elle est irréfutable. Johanna Bormann, elle, n'agissait jamais seule. Son arme avait 4 pattes, un lévrier d'Irlande massif. Bormann donnait un ordre bref, le chien attaquait. Dora Silberberg raconte l'impact des crocs, sa jambe déchirée, la viande qui pend. Bormann regardait la scène avec une curiosité froide. Elle frappait Silberberg si fort qu'elle lui brisait 2 dents avant de lâcher l'animal sur sa voisine. Pour Helena Copper, Bormann était l'entité la plus détestée du camp. Le greffier note chaque mot. Les dépositions s'empilent sur le bureau du juge. Le dossier de Copper devient la pièce maîtresse pour 15 chefs d'accusation distincts. La défense n'a plus d'espace pour le doute. La salle d'audience écoute en silence la lecture des derniers témoignages oculaires. Face à 30 morts par jour, les accusés opposent un déni total de compétence. Le 17 novembre 1945, le tribunal de Lunebourg rompt le silence. L'accusation projette les images de la libération. Des corps empilés, des squelettes vivants. Dans la salle, des spectateurs s'effondrent. Certains vomissent. Les accusés regardent l'écran. Leur visage reste de marbre. Elisabeth Volkenrath nie les sélections pour les chambres à gaz. Elle évoque son propre inconfort face à la famine des détenus. Irma Grese, elle, choisit l'arrogance. Elle méprise le procureur. Elle s'agace de la répétition du mot « violence ». Pour elle, le tribunal n'a aucune légitimité. Johanna Bormann jure que son chien de garde était un simple animal de compagnie. Elle nie les attaques. Elle prétend avoir voulu démissionner de la SS en 1943. Une stratégie de défense vaine face aux preuves matérielles. 11 condamnations à mort. Aucun appel possible. Le verdict tombe comme un coup près. Joseph Kramer est condamné à la pendaison. Volkenrath, Grese et Bormann subissent le même sort. Sur les 45 accusés initiaux, la justice frappe avec précision. 14 personnes sont acquittées faute de preuves. 19 autres reçoivent des peines de prison allant d'1 année à la perpétuité. Mais pour les 11 condamnés à mort, le mécanisme est irréversible. L'État britannique refuse toute clémence. La sentence sera exécutée sans délai. 11 morts, 14 acquittés, 19 emprisonnés. Le verdict du 17 novembre devient une réalité physique le matin du 13 décembre. La justice bascule dans la logistique. 9h34, la procédure de liquidation commence. Le brigadier Patton Walsh supervise l'opération. À ses côtés, Miss Wilson, directrice adjointe de la prison de Strangeways. L'ordre est strict. Les femmes passent une par une, les hommes par paire. Le but, gagner du temps. L'efficacité remplace la solennité. L'exécution suit un protocole chirurgical. Elisabeth Volkenrath entre la première. Les mains sont déjà liées dans le dos. 2 gardes l'escortent vers la trappe en bois. Elle s'arrête sur la marque. Albert Pierrepointe s'approche. Il ajuste le capuchon de coton blanc. La vue s'éteint. Pierrepointe saisit le nœud coulant. Il le place avec précision sous l'oreille gauche. L'angle doit être parfait pour briser les cervicales. Combien de temps dure la mise à mort? 15 secondes. Le bourreau actionne le levier. Les battants de la trappe frappent les butées métalliques. Un choc sec. Le corps de l'ancienne coiffeuse d'Auschwitz disparaît dans l'ouverture. Elle chute. La corde se tend. Sous l'échafaud, l'air est saturé d'une odeur chimique. Le médecin militaire s'approche du corps suspendu. Il attend 30 secondes exactement. Puis il sort une seringue. Il injecte du chloroforme directement dans le muscle cardiaque.
La science complète la corde. Sans cette injection, le cœur peut battre encore 20 minutes. L'armée britannique refuse d'attendre. La chimie fige les tissus. Le muscle cesse toute activité. Battement terminé. Corps évacué. Le cœur s'arrête. Le tribunal a rendu son verdict en novembre. La procédure de liquidation commence 26 jours plus tard. L'armée britannique applique le protocole de la Table of Drops. Le calcul est précis. Le poids du corps détermine la longueur de la corde. Une erreur de 10 cm et la tête est arrachée. Trop court et l'agonie par strangulation dure 20 minutes. Albert Pierrepoint entre dans la cellule. La détenue sort. La première marchait seule. La deuxième doit être portée. Les gardes soutiennent son poids. Est-ce Irma Grèze? Les rapports divergent. Pierrepoint décrit une femme calme. D'autres témoins parlent de cris et de résistance physique. Un seul mot est confirmé. Schnell. Vite. Combien de temps prend l'exécution? 15 secondes. L'adjoint lie les mains dans le dos avec une sangle de cuir. Pierrepoint place le capuchon de coton blanc. La corde glisse autour du cou. Le nœud se place sous l'oreille gauche. Le bourreau actionne le levier de cuivre. Les trappes de bois frappent les butées en fer dans un fracas sec. Sous l'échafaud, l'air sent le chloroforme. Le produit chimique accélère l'arrêt cardiaque. 10h03. Irma Grèze est déclarée morte à 22 ans. Elle reste la plus jeune femme exécutée sous juridiction britannique au XXe siècle. Le cycle ne s'arrête pas. 29 minutes d'intervalle. Pierrepoint prépare la suite. Le personnel nettoie la zone. À 10h38, Juana Bormann entre dans le couloir. Elle boite. La femme de 52 ans tremble violemment. Elle a entendu le bruit des trappes 2 fois déjà. Elle connaît le mécanisme. Le rituel technique se répète à l'identique. Fixation des membres, ajustement du masque, chute verticale. Le processus d'annulation biologique pour ces 3 femmes est terminé. Alors que les corps des femmes quittent la potence, les équipes préparent déjà le gibet double pour les hommes. La logistique de la mort ne tolère aucune pause. Albert Pierrepoint et son assistant passent à la phase suivante. 13 criminels de guerre. 7 heures de travail. Le rythme est industriel. À 12h11, Joseph Kramer et le docteur Fritz Klein montent ensemble sur la trappe. Klein sélectionnait les déportés pour les chambres à Auschwitz. Kramer dirigeait Bergen-Belsen. Le mécanisme s'active. Puis viennent Peter Weingartner et Georg Kraft. Ensuite Franz Hössler et Wilhelm Dörr. Enfin Ansgar Pichen et Franz Stoffel. La procédure se répète toutes les 40 minutes environ. Le dernier binôme bascule à 16h17. 13 exécutions en une seule journée de travail. L'armée britannique suit un protocole sanitaire strict. Les corps restent suspendus 1 heure pile pour confirmer l'arrêt cardiaque définitif. Ensuite, les soldats les décrochent. Aucun rituel. Pas de sépulture marquée. Les restes sont enterrés dans la cour de la prison de Hameln pour éviter tout pèlerinage néo-nazi. En 1954, les autorités transfèrent les dépouilles au cimetière d'Am-Amelsee, dans une section anonyme recouverte d'herbes folles. Le terrain est resté une simple parcelle vide, sans aucune plaque commémorative. Hameln, une ville de contes de fées, des maisons à colombages et des rues pavées. Mais le 13 décembre 1945, le décor change. La cour de la prison de Hameln devient le terminus d'une machine judiciaire implacable. 13 condamnés montent vers la potence, 13 corps qui finissent dans des tombes anonymes. À Bergen-Belsen, les chiffres sortent de l'entendement. 13 000 cadavres jonchent le sol à l'arrivée des Alliés. 60 000 survivants ressemblent à des spectres. Ces morts ne sont pas le produit d'un désastre naturel, ils sont le résultat d'un choix technique. Le système n'a pas recruté des monstres, il a fabriqué des fonctions. Les gardiennes n'étaient pas nées avec un fouet à la main. Elles ont intégré une structure. Cette structure a transformé l'obéissance en sadisme. La déformation de la personnalité devient une procédure standardisée. Le mal n'est pas une entité abstraite, c'est une décision quotidienne. Ces femmes ont choisi la torture. Elles ont choisi d'exercer un pouvoir absolu sur la vie et la mort. Le 13 décembre, la justice britannique a simplement clos le dossier comptable de leurs actes. Elles ont refusé l'humanité, la corde a fait le reste. Les 13 corps enterrés à Hameln ne représentent qu'une anomalie statistique. Derrière ces condamnés, une machine humaine colossale s'évapore dans la nature.
Le système concentrationnaire nazi comptait 37 000 gardes SS actifs, parmi eux 4 000 femmes, 10% de l'effectif total. Où sont passés les 33 000 autres membres du personnel? Ils ont simplement repris le cours de leur existence. La transition est invisible. Une surveillante retire son uniforme gris. Elle brûle ses insignes. Elle obtient des papiers civils au milieu du chaos de l'après-guerre. Quelques mois plus tard, elle se tient devant un tableau noir. Elle enseigne la grammaire à des enfants. Une autre fonde une famille dans une petite ville de province. Les registres de la SS disparaissent sous les décombres ou dans les poêles à bois. Pour le voisinage, elles sont des mères de famille exemplaires, des voisines discrètes. Elles vivent des décennies dans le confort d'un silence absolu. La justice est une exception. Sur 4000 femmes, seule une infime fraction rendait compte. À Hameln, le rituel de la corde n'est pas seulement une punition, c'est une opération de fixation de la preuve. Le caméraman britannique installe son trépied. La pellicule noir et blanc défile. Le cliquetis mécanique enregistre chaque détail de la procédure. Les visages des condamnés, les rapports de police, les témoignages des survivants. Les Alliés classent les transcriptions du procès dans des archives blindées. Chaque document verrouille une vérité que le temps tente d'effacer. La fonction de cette bureaucratie finale est claire, empêcher le déni. L'armée britannique a conservé l'intégralité des preuves visuelles et écrites des exécutions. Pour condamner ces femmes, les Alliés ont dû réécrire les bases de la justice militaire. Le tribunal a rejeté les privilèges classiques de la défense, l'âge, le sexe, l'origine sociale. Rien n'a pesé face au registre de Bergen-Belsen. En 1945, le droit international change de visage. Les principes de Nuremberg fixent une règle absolue. L'ordre d'un supérieur n'efface pas la responsabilité individuelle. Le bourreau reste un décideur. Irma Grese n'avait que 22 ans. Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann étaient plus âgées, mais issues de milieux ordinaires. La défense a tenté de jouer la carte de l'obéissance aveugle. Le tribunal a répondu par les faits. Chaque jour, ces femmes effectuaient des choix techniques. Elles sélectionnaient les détenus pour les chambres à gaz. Elles réglaient la force des coups. Elles lâchaient les chiens sur des corps mourants. Le système s'effondrait. L'Allemagne perdait la guerre. Pourtant, jusqu'aux dernières heures avant la libération, elles ont maintenu la cadence des sévices. Aucun geste de clémence n'a été enregistré. Elles ont maintenu la terreur par choix conscient jusqu'au dernier jour. Les contours des baraquements ne sont plus que des traces dans l'herbe. Aujourd'hui, Bergen-Belsen est une étendue silencieuse. Un parc mémoriel où la géométrie des collines signale l'emplacement des fosses communes. 50 000 personnes ont péri ici. Le système nazi n'était pas une anomalie biologique, c'était une ingénierie de la déshumanisation. La structure récompensait la brutalité, elle punissait la compassion. L'idéologie fournissait le cadre technique pour traiter des êtres humains comme du matériel sous-humain. Comment une personne ordinaire devient-elle un rouage de la mort? L'absence de signes extérieurs de malveillance est le premier piège. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath ou Johanna Bormann ne portaient ni cornes ni stigmates. Le mal commence par de petits compromis, une cruauté mineure ici, une indifférence là. La violence devient une procédure standard. La pression du groupe et l'entraînement ont neutralisé les freins moraux. Ces trois femmes ont découvert l'ivresse du pouvoir absolu. Elles ont aimé infliger la souffrance. Une fois la limite franchie, le processus devient irréversible. Le camp n'est pas un vestige du passé. C'est un avertissement sur la plasticité de la morale sociale. Toute société qui normalise la haine recrée les conditions de Bergen-Belsen. Le passage de l'individu au tueur de masse est une question de paramètres étatiques. 11 condamnés ont gravi les marches de la poterne de Hameln. Le bourreau Albert Pierrepoint a chronométré chaque exécution. Le dossier s'est refermé sur un chiffre et un silence définitif. Le 13 décembre 1945, à 10h03, Irma Grese est déclarée morte. Tout commence par une série de petits compromis. Un silence devant une insulte, une signature sur un formulaire administratif, une tête détournée dans le couloir d'un camp. Le mécanisme enclenché dans les années 1930 n'était pas une invention exclusivement allemande. C'est une technologie sociale universelle. Où se trouve la prochaine Irma Grese? Elle est peut-être plus proche qu'il n'y paraît. Le mal ne naît pas monstrueux, il se construit. Hannah Arendt appelait cela la banalité du mal. Des individus ordinaires deviennent des rouages. En 1945, à Hameln, les condamnés ne ressemblaient pas à des démons. Elles étaient jeunes, elles étaient soignées.
Mais le système avait méthodiquement effacé leur empathie par le biais de la déshumanisation de l'autre. C'est un algorithme sociologique précis. Étape 1, l'exclusion verbale. Étape 2, la privation de droits. Étape 3, l'élimination physique. La transition entre une citoyenne sans histoire et une gardienne SS ne prend que quelques mois de propagande et de pression sociale. Le groupe valide la cruauté, l'autorité la commande. L'individu s'exécute pour ne pas être exclu. L'histoire prouve que l'horreur commence par ces renoncements invisibles. Résister tôt est la seule défense efficace. Car une fois la machine lancée, le coup de l'opposition devient mortel. La liberté et la conscience ont un prix fixe. En décembre 1945, pour Irma Grese, ce prix était une corde de chanvre et une chute de 2 mètres.